accueillir dans cette première session de témoignage Lilan Green. En fait, pour cette 9e édition du Lean Summit, on avait vraiment à cœur, au niveau de l'Institut Lean France, de laisser la parole à des dirigeantes et puis à des patrons opérationnels de pouvoir en fait montrer comment et en quoi leur stratégie Lean qu'ils ont déployée était la solution en fait pour aller attaquer les challenges environnementaux pour lesquels ils font face. Ils arrivent de Locronan. Alors Locronan, ça décoiffe. C'est au bord de la mer, donc tenez-vous bien dans votre siège parce que ça va décoiffer. Et je vous demande d'accueillir Emmanuel Cadiou et Terence Carpentier. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Cadiou, donc je suis la présidente de la maison Cadiou. Donc oui, on a le bonheur de vivre au bord de la mer et entouré de la campagne. Et ça joue aussi dans tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Parce que le management visuel, ben, nous on la voit tous les jours de nos bureaux et de nos ateliers, la mer et la campagne. Donc moi je suis la présidente et Terence est le directeur des opérations de la société depuis 2-3 ans, mais il a une carrière chez Cadiou depuis plus de 17 ans. Voilà. Donc on se connaît bien. Voilà. Voilà. Donc la maison Cadiou, donc d'abord c'est quels sont les objectifs de toute entreprise à mon sens, c'est, je vais t'appeler pour moi, c'est de créer de la valeur, ça c'est très important. On doit créer de la valeur pour assurer notre propre pérennité. S'il n'y a pas de valeur, l'entreprise ne peut pas continuer à investir, ne peut pas payer ses salariés, ne peut pas acheter la matière première. Donc tout objectif, c'est très important pour nous. On doit créer de la valeur et on doit développer nos collaborateurs. C'est fondamental pour nous. C'est ça qui nous guide chaque jour. Et sur la photo, là, c'est ma fille. Voilà. Tac. Voilà. Qui aujourd'hui a 17 ans, qui est en train de passer le bac de français. Donc nous, chez nous, on conçoit et on fabrique, c'est important, comme dit iPhone, on conçoit et Apple, on conçoit et on fabrique, mais ils ne fabriquent pas. Nous concevons et nous fabriquons des espaces de vie extérieurs durables en harmonie avec leur environnement. Alors ça veut dire quoi? C'est que nous, on est connus comme des fabricants de portails et on a changé de paradigme, on a changé notre paire de lunettes et on s'est positionné comme des créateurs d'espaces de vie extérieurs ou des moments de vie à l'extérieur. Et ça a complètement bouleversé notre entreprise et ça nous a permis donc de développer de nombreux produits autour de notre produit primaire qui était le portail de jardin. Avec bien sûr, vous voyez, l'harmonie et l'environnement. Tac, hop. Ah ben je suis arrivée tout là d'un coup. Voilà, il y avait déjà l'environnement dans notre phrase. Quoi. Hop. Alors voilà, nous ça c'est notre logo. Donc on a 5 fonctions d'usage. En plus du Lean, je fais de l'EFC, l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc nos 5 fonctions d'usage, c'est l'accès. Ici, là, vous avez accédé à la maison. Donc le portail, le portillon et la domotique. Ensuite, on a la délimitation du terrain. Donc ça, c'est la clôture. Donc c'est le Cadiou aussi dans notre logo. Ensuite, on a la protection du climat par la pergola, le carport. Et on sécurise les chutes par le garde-corps. Et la dernière chose, les petites feuilles, c'est pour embellir les espaces de vie extérieurs. Mais c'est également les 3 petites fleurs qu'il y a sur notre drapeau breton, qui est l'hermine bretonne. Donc ça nous rappelle aussi notre ancrage breton. Donc on a utilisé notre logo, qui est aujourd'hui maintenant devenu un symbole comme la pomme d'iPhone, pour bien sûr symboliser nos métiers et à quoi on sert. Alors voilà, portail en aluminium. Donc on fabrique à peu près 25 000 portails à vue par an. Donc en standard, donc on travaille beaucoup avec la grande distribution de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama, mais aussi en sur-mesure. Beaucoup de sur-mesure. On fait de la clôture, on délimite des terrains, on fait du garde-corps, en verre ou en alu, et
il y a depuis 3 mois, on s'est mis à faire de la pergolade climatique. On sourit parce qu'on est en plein dans les démarrages et on repart dans un gros chantier Lean. Voilà. On ne s'y attendait pas du tout à cette complexité vis-à-vis de ce produit. 4 pieds, un toit, comme on dit, Terence, c'est plus compliqué qu'on y pensait. Voilà. Et ça, c'est la présentation d'entreprise. Donc, on fait à peu près 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 720 collaborateurs, acteurs, comme dit Terence. Et voilà, on est une ETI, comme on dit aujourd'hui, entreprise de taille intermédiaire. Donc, on n'est ni une PME, ni un grand groupe. On est très ancré dans notre territoire, mais également avec des moyens d'investir et des envies de changer les choses. Donc ça, je ne fais pas de voile, mais je trouve qu'elle est intéressante de voir cette photo. Il y a aussi cette phrase, il n'est pas de vent favorable sur lequel il va, c'est pas où il va. Et nous, on a toujours cherché à donner du sens à notre travail. C'est très important, j'ai appris le mot que Terence m'a expliqué hier aussi, mais Oshin, on l'a fait naturellement chez nous. Il faut savoir où on va, et quand on sait où on va, l'urgence du quotidien est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est très important d'avoir une vision, de la partager et après de créer des chantiers qui sont en cohérence avec cette vision. Donc nous, on a fait notre première vision en 2015. On a écrit notre vision 2020. Voilà, donc c'était plutôt de garantir la sérénité de nos clients qui nous payaient, donc c'était les artisans. On oubliait un peu ceux qui avaient acheté chez l'artisan. Mais pour l'instant, c'était déjà pas mal, on pensait à nos clients. Donc on a créé cette vision en 2015. On a écrit nos 5 valeurs, qui sont toujours les mêmes valeurs, que Terence utilise tous les jours pour manager ses équipes. On n'est pas là pour ça, donc je passe. On a défini la raison d'être, donc, ce qui est donc de façonner des espaces de vie extérieurs, avec une ambition, c'est de la coopération. J'ai entendu le mot collaborer tout à l'heure. Chez nous, on coopère, ça veut dire qu'on fait œuvre commune, c'est-à-dire qu'on partage la valeur qui a été créée par les parties prenantes. Et pour créer des solutions intelligentes, évolutives, ça c'est par rapport à l'EFC, rapporter de la valeur une fois que le produit est posé, c'est très important. On puisse faire évoluer le produit, adapté à chacun, à chaque budget surtout, à chaque mode de vie et à chaque environnement. Ça veut dire qu'on s'adapte à chaque situation. Et je vous dis, c'est pas tous les jours facile. Voilà. Donc la première chose chez nous, chez Cadieux, on fait du Lean depuis 2012, mais avant le Lean, ce qui a failli causer notre perte, c'est qu'on est focusé client. Ça veut dire que chaque fois que le client veut quelque chose, on fait. Et ça, c'était avant le Lean. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est dans notre ancrage. On met le client au centre de toutes nos décisions et nos actions. On est à son service. Et ce qui fait que ça peut déstabiliser beaucoup l'entreprise. Mais c'est aussi pour ça qu'on a résisté à toutes ces années. Et on cherche constamment à ajouter de la valeur pour le client et à éliminer les gaspillages. Ça, c'est vraiment avant le Lean, donc c'était vraiment notre mantra. Deuxième chose, c'est que je suis là. Et donc, je suis très engagée. La direction, notre COMEX, on est très engagé. Et on s'engage tous les jours à promouvoir les principes du Lean. Donc moi, je suis aussi membre de l'Institut Lean France. Et j'essaie de faire le maximum de conférences pour promouvoir le Lean et Terence aussi. Donc ça, c'est hyper important pour nous. C'est grâce au Lean qu'on en est là, sinon on aurait déposé le bilan en 2012, je pense. On était en cessation de paiement, pénalité de retard, 20% du chiffre d'affaires de la part de nos chers amis de la grande distribution. Donc il était vraiment temps de faire quelque chose et grâce au Lean, on est là pour vous parler du green. Voilà. Donc nous, on a essayé de simplifier les choses comme à la maternelle. On s'est dit, notre raison d'être, elle est verte, elle est écologique, elle est développement durable, elle est création d'espaces de vie à l'extérieur. Et pour faire du vert, il faut 2 couleurs. Il faut du bleu et du jaune. Donc le bleu, c'est ce qu'on développe tous les jours avec Terence, c'est l'excellence opérationnelle. Et le jaune, c'est ce que moi je fais plus de mon côté, et on en fait aussi dans le Lean, c'est la créativité. Donc on a un chantier qui est très important chez nous, c'est cultiver l'excellence. Donc en agissant sur la qualité du travail, et pas la qualité du travail de chacun. Donc ça c'est notre premier chantier. Et le deuxième, c'est, là je le rappelle pas, donc c'est créer un environnement de travail respectueux, parce que vous connaissez tous dans le Lean. Ça c'est vraiment un de nos premiers chantiers. Et le deuxième,
c'est stimuler la créativité de chacun, donc à chaque endroit de l'entreprise, pour créer des solutions utiles et inédites. Voilà. Parce que je pense que quand tu fais du lean, si tu fais la même chose tout le temps, peut-être que tu vas soit perdre des salariés parce que vous allez gagner en productivité, en efficacité. Donc nous, le lean nous permet de faire de la croissance et de développer de nouveaux produits. Et on stimule la créativité de nos salariés, de nos clients, de nos fournisseurs à chaque moment pour qu'on puisse en tirer le meilleur pour tous. Donc on encourage la diversité des idées, l'amélioration continue, on crée un environnement où la créativité est valorisée, on organise des événements Kaizen, où les équipes se réunissent pour identifier et résoudre les problèmes, on a les problèmes des OBEA pour trouver des solutions. Voilà, c'est vraiment la culture de l'entreprise Cadu. Voilà, donc après je vais vous passer la parole à Terence. Donc tout ça c'est nos valeurs à nous, c'est notre culture Lean depuis 2012. Et on va vous expliquer maintenant, grâce au Lean, ce qu'on a fait pour le Green. Donc je commence juste moi. C'est que nous, le Green était before Lean. Voilà. On faisait du Green avant le Lean. Moi je suis depuis toute petite passionnée par l'environnement et le respect de l'environnement. Et donc dès que j'étais chef d'entreprise en 2007, j'ai participé au programme P2D. C'était Performance Développement Durable, pour diagnostiquer notre impact sur notre environnement. Alors là, j'étais un peu vue comme quelqu'un qui était un peu hors sol, comme disait Anis tout à l'heure, parce que ce n'était pas du tout le moment, parce qu'on était en grosse crise de croissance. Mais grâce à ça, on a eu beaucoup d'avance sur les autres entreprises, parce qu'on était déjà persuadés qu'on ne pouvait plus vivre dans cette façon d'organiser notre entreprise, et il fallait qu'on ait un respect de l'environnement. On a également fait, grâce à l'APN, la découverte de l'économie circulaire et d'utiliser le mieux possible nos matières premières dans une économie boucle fermée. Et ensuite, une fois qu'on a réglé nos problèmes d'organisation de production, on a utilisé donc, là on a bien sûr fait la connaissance de l'EFC, qui est un truc génial aussi, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération, mais on a utilisé le Lean pour notre chantier Green. Voilà. C'est ce que je posais comme question, c'est ce qu'on a fait en premier. D'abord le Green, puis le Lean. On a fait bien sûr nos bilans carbone, parce que pour commencer à travailler, il faut diagnostiquer. Donc le premier bilan carbone était en 2017, et le dernier 2023. Voilà, avec un scope 3, un peu comme la baguette de pain tout à l'heure. Nous, notre plus gros impact, c'est l'aluminium qu'on utilise dans nos portails, qui est notre plus gros impact de CO2. Voilà. Donc maintenant, je vous donne la parole à Terence qui va vous expliquer notre voyage Lean au service du Green. Voilà, merci. Ça marche. Merci Emmanuel. Donc moi j'ai présenté, donc je suis Terence Carpentier, je m'occupe des opérations depuis deux ans maintenant. Déjà ça fait du bien d'avoir un dirigeant qui est convaincu par le Lean, qui est convaincu aussi, qui est engagé, parce que pour nous après ça facilite énormément les choses pour manager les équipes. Alors nous, notre voyage Lean, on a commencé en 2013. On a commencé à coucher des VSM, à regarder comment on pouvait fonctionner en îlot, etc. Puis en 2017, on a commencé à tirer l'ensemble des flux. En 2020, on sentait qu'il nous manquait quelque chose. En 2020, on a commencé à définir notre vision d'entreprise et nos valeurs. Et en 2022, on a mis en place les endroits. Donc voilà, ça s'est fait peut-être un peu dans le désordre. En tout cas, c'était notre ordre à nous, celui avec lequel on était le plus à l'aise. Forcément, on a toujours on s'est toujours opposé sur nos trois fondamentaux, qui est le flux tiré lissé, le Gemba et le Kaizen. Et moi, souvent, quand je parle avec mes équipes et qui sont un peu dans le brouillard pour résoudre un problème, je leur dis deux choses. Que dit la vision d'entreprise? Voilà, garantir la sérénité de nos clients, leur offrant des solutions durables, exclusives et avant-gardistes. Et que dit la maison du Lean? Certainement, au milieu des deux, il y a la bonne réponse. Du coup, au travers de notre voyage Lean, on a eu quand même quelques résultats. Donc j'ai mis 2013, quand on a commencé, 2020, quand on était venu intervenir au Lean Summit, et 2024. Donc voilà, entre ces trois périodes, voilà, le chiffre d'affaires a
a augmenté. On a eu une croissance des gammes aussi, forcément, comme le dit Emmanuel. L'idée aussi derrière tout ça, c'était aussi de pouvoir innover. Les délais de livraison, bah, eux, ils ont fondu. Voilà, on est passé de 12 semaines, voire plus en saison, à 5 semaines, quasiment tenues toute l'année cette année. Et les taux de service, eux, ont augmenté. Le lead time, lui aussi, a fondu. On est passé de 14 jours ouvrés à 15 heures. Et les taux de qualité, eux, ont augmenté aussi par la même occasion. Mais là, comme on est plus là pour parler de green aujourd'hui, moi, je vais plutôt m'attarder sur tout ce qui est en rouge. C'est voilà, au niveau RH, du coup, la définition de la vision de l'entreprise et les valeurs et comportements associés ont été une base saine pour nous pour pouvoir travailler avec le middle management et avec les collaborateurs. Au niveau protection de l'environnement, donc on est aujourd'hui à 90% de déchets recyclés. On a aussi des trophées de développement durable, on anime les équipes. On a fait énormément de chantiers d'éco-conception aussi, et aussi on a été très alerte sur notre décarbonation. Et on a quand même un indicateur quand même qui est important pour nous, c'est le taux de chute, où on est passé de 28% à 14%. On pourrait dire que c'est bien, mais c'est toujours 700 tonnes d'aluminium. Et donc notre objectif pour les prochaines années, c'est de passer sous les 10%. Et donc on va essayer de voir comment on peut faire. Donc nous, forcément, dans notre politique lean, dans notre vision du lean, forcément, combler le client, c'est quelque chose qui est au sommet de la pyramide. Pour ça, on a essayé de travailler pour rendre les organisations les plus efficientes possibles. Mais vous voyez, notre plus gros rouage, c'est de valoriser l'homme. Donc pour nous, l'humain, il est vraiment au cœur du lean. Et comment on l'embarque vers nos visions stratégiques? Nous, on a utilisé notamment, on a une grande coursive où passe l'ensemble des salariés, et c'est devenu notre meilleur outil de communication. Donc sur ces grands panneaux, on y trouve par exemple la politique lean, quelle est sa définition, le client particulier, comment il est au centre du flux. Emmanuel parlait tout à l'heure des chantiers jaunes, des chantiers bleus sur la créativité et l'excellence opérationnelle, etc., etc. Et dedans, surtout, on fait aussi acte d'engagement, nous les dirigeants, auprès des collaborateurs, où on vient parler aussi de notre écosystème, du besoin de respecter notre écosystème. On parle de nos collaborateurs, de nos clients, de nos utilisateurs, de nos fournisseurs partenaires, et aussi de notre planète. Et c'était l'endroit le plus moche de la société, en fait. C'est ça. C'était l'endroit vraiment froid, personne ne s'arrêtait. Et on a fait un trophée d'innovation depuis 10 ans. Et c'est un groupe qui nous a proposé d'animer cette coursive avec cette vision stratégique. On a créé cette grande prise. Et maintenant, quand on intègre des ateliers écoles, parce que chez nous, on intègre par atelier école, les salariés viennent d'abord faire la prise de l'entreprise. Donc d'un endroit un peu où personne ne passait trop de temps, c'est devenu un endroit apprenant. C'est ça. Et donc par l'engagement de nous dirigeants, on a aussi tenté d'engager la responsabilité de chacun dans l'entreprise. Et donc dans cette frise, on a plein de mots autour aussi de l'environnement, autour de l'écologie. On va parler beaucoup d'éco-conception, on va parler de coopérer pour atteindre l'excellence avec nos fournisseurs. On a aussi notre responsabilité envers notre environnement, et aussi auprès de nos utilisateurs, en proposition des solutions qui soient le plus durables possible. Et donc voilà, comme tout problème, on n'a pas essayé de chercher des solutions, on n'a pas essayé de proposer des solutions avant d'étudier un problème. On s'est dit, déjà il faut constater. Donc dès le point de départ, ça a été le bilan carbone. Et nous, c'est vrai qu'on s'attendait plus à travailler sur notre carburant, sur nos emballages. Et au final, la tête de Pareto qui est sortie, ce sont nos métaux et ce sont nos machines. Donc voilà, d'une idée reçue, finalement, on voit bien que les mauvais réflexes peuvent vite revenir, et qu'il faut toujours constater un problème si on veut être efficace dans sa résolution. Et on voit bien, nos emballages n'en représentent que 5%, et notre fret uniquement 30%. Et donc du coup, à partir de 2020, on a décidé de se donner une feuille de route. Donc dans notre idée, on devait continuer de tendre les flux, on devait avoir l'obsession du bon du premier coup, on devait continuer de coopérer avec nos fournisseurs pour une chaîne d'approvisionnement plus durable, on devait éco-concevoir nos produits avec l'aide de nos clients. On n'a jamais exclu nos clients de cette démarche-là. C'était important de les embarquer aussi, eux, avec nous.
On a innové sur nos process pour diminuer les gaspillages, éliminer les emballages de nos colis de matières premières et former, sensibiliser nos collaborateurs. J'insiste vraiment sur nos collaborateurs, parce que ce sont eux les premiers acteurs du progrès dans l'entreprise. Et en parlant de collaborateurs, nous, derrière chaque pôle de déchets, voilà, on a ces indicateurs. L'idée auprès de nos hommes, c'est de toujours les former, de toujours les sensibiliser. Alors, on a notre propre atelier école dans lequel on a des modules sur l'environnement. On a aussi nos CQP, menuisier, encadrement d'équipe. Voilà, on dépense sans limite, je dirais, nos crédits de formation. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de responsabiliser chacun. Donc, derrière ces indicateurs, on a, oui, notre mission, mais on a aussi le rôle des collaborateurs. Qu'est-ce qu'eux doivent tenir? Et on vient avec quelques objectifs aussi. Donc là, en 2023, notre but, c'était d'avoir 90% de taux de recyclage. Et donc, on fait aussi des bilans, des notes d'information. Et on voit bien qu'on était sur le chantier 1, ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur les chantiers, l'importance de bien les définir, on était bien sur le chantier 1, atteindre l'excellence. Tout ça, ça s'est fait aussi dans une organisation en flux tiré lycée. Comme le disait Emmanuel, on a commencé le lead en 2013. Et en 10 ans, on a fait passer notre lead time de 15 jours ouvrés à 15 heures. Donc 15 heures, c'est la dernière, voilà, on a audité le flux le 19,05. C'est le dernier lead time qu'on a relevé, avec une tension de flux de 51%. Et donc, l'ensemble de ces tensions de flux nous ont permis, sur ces 10 années, de faire l'économie de 180 tonnes d'aluminium dans nos emplois. Mais l'importance du flux télévisé pour moi, au-delà de limiter la consommation de la matière première dans les encours, ça a été de réaliser sa fonction, c'est-à-dire de faire émerger des problèmes. Et faire émerger des problèmes, ça a été pour nous au service du bon du premier coup. Le bon du premier coup, donc le flux télévisé pour créer des problèmes, le Gemba pour aller les voir. Et donc là, on a l'exemple d'une zone rouge qu'on a dans nos ateliers, où on vient voilà, discuter autour d'un produit qui présente une non-conformité. Sur ce produit, on va retrouver un descriptif. On a même un Kanban de portail bloqué pour activer. Voilà, on a des Kanban de portail bloqué, nous, avec des lanceurs de Kanban de portail bloqué. Et derrière, on vient y faire toute la partie Kaizen, amélioration continue. À la fois gérée par les équipes, mais aussi, avec cette obsession du bon du premier coup, dans tous nos chantiers au Chine qu'on peut avoir au niveau des opérations. Emmanuel a expliqué la vision d'entreprise, très haut sur le cadre, on redescend d'un cran. On vient sur la vision des métiers, avec des Hoshin par métier. Et nous, concernant les opérations, voilà, sur notre chantier 3, on a bien notre fer bon du premier coup. Derrière, on a quelques succès sur 2023. On a par exemple mis en place un chariot à un Kanban via la technologie trilogique. Et par exemple, voilà, juste ce chantier-là permet de diviser par 3 nos rayures sur nos profils. On a l'OBA dont tu as parlé tout à l'heure Emmanuel. On a aussi mis en place des dalles Airfloor qui ont permis de diviser par 2 tout ce qui est enfoncement de profil. Et on a aussi mis en place en. Donc l'ensemble de ces chantiers derrière, ça nous a amené vers une réduction rapide de toutes nos conformités internes. Et j'ai pas honte de dire que même si ça fait quasiment plus de 10 ans qu'on fait du lean, de dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours un portail sur 5 qui présente une non-conformité interne, quel que soit dans son flux, son positionnement dans le flux. Une non-conformité, voilà, ça peut être dû à la donnée technique. La façon dont on a créé le produit sur mesure. C'est pas la non-conformité du produit. C'est tous les arrêts, on cumule tous les arrêts. C'est ça. Et donc, ça a tellement bien marché que, à partir du mois de janvier, on a décidé de revoir l'objectif pour essayer encore de tendre vers la réduction de nos non-conformités internes. Et donc, sur un an, ça a représenté quand même 40 tonnes d'économie de matières premières. L'avantage de ça, tout à l'heure, quand on a parlé de tendre les flux, c'est vrai qu'on gagne une fois, on va dire sur 10 ans, 180 tonnes. Par contre, là, c'est 40 tonnes tous les ans, si on continue de progresser année après année et de travailler nos conformités internes. Après avoir travaillé sur l'organisation, sur la qualité aussi de nos réalisations, on ne s'est pas contenté de ça, on a aussi agi sur le produit, avec notamment pas mal d'éco-conception. Là, je vous ai donné l'exemple d'un profilé ou d'une traverse. Voilà, qui permet d'assurer le maintien du cadre. Voilà, sur cette traverse-là, quand on faisait du cintrage, on avait aussi un évasement qui se passait. Donc voilà, en plus d'essayer d'amener une innovation pour éviter l'évasement par rapport aux non-conformités, on a aussi retravaillé, vous voyez, là par exemple on a des choses, des petits tétons qui étaient là, qui étaient sur lesquels on n'avait plus besoin, plus utiles. Et donc voilà, on a fait des aménagements sur le profilé
qui nous a permis d'avoir 16% d'aluminium en moins. Alors ces 16% d'aluminium en moins, c'est pas... parce que souvent quand on fait de l'éco-conception, derrière le mot éco se cache économie, sous-qualité, etc. Non, nous dans l'idée c'était d'avoir le juste aluminium au juste endroit, et en plus de ça d'améliorer la fonctionnalité du profil. Et donc le tout, c'était aussi en le faisant en respectant notre écosystème. Parce que si on est là en train de travailler sur de l'aluminium, mais que derrière nos fournisseurs ne sont pas en capacité d'extruder ce que vous proposez, en fait vous faites que de reporter le problème plus en amont sur la supply chain. Et ça, pour moi, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir. On a aussi énormément travaillé sur la durabilité des produits en améliorant les processus de fabrication. L'idée, c'était d'améliorer la réparabilité, la recyclabilité des produits. Donc on est passé sur quelques produits qui étaient en soudure, en assemblage, des grands cadres soudés, à des choses qui étaient en assemblage mécanique, pour qu'on puisse interchangeabiliser certaines pièces d'un cadre, par exemple. Et on est aussi passé, voilà, on avait quelques technologies de collage, et là on passe sur du lissage. Pourquoi? Pour essayer de devenir monomatière, et aussi de supprimer, voilà, recycler une colle, qui est déjà dur, c'est pas si simple que ça. Réparer le portail sur place aussi. Voilà, ça permettait aussi exactement à nos clients de pouvoir réparer sur place. Si jamais vous avez votre enfant qui met un coup de trottinette dans un des profils, on est en capacité de pouvoir le changer directement sur le chantier. L'artisan peut faire lui-même. Exactement, sans pour autant devoir acheter un portail. Une fois qu'on avait travaillé aussi le produit et co-conçu, alors ça c'est une photo que j'ai prise chez un de nos recycleurs. Donc ça c'était les chutes Cadio, et ça c'était les chutes d'un autre menuisier. Et donc là c'était une claque. Donc là ça a été une claque, je me dis bon, il nous reste encore pas mal de choses à faire, même si on travaille, on fait encore plein de choses. Donc c'est pour ça que je vous invite à toujours aller voir ce qui se passe chez vos sous-traitants, chez vos fournisseurs. C'est un game, moi j'appelle ça les game fournisseurs. Et voilà, c'est toujours riche d'enseignements. Et donc quand j'ai pris cette photo et je l'ai toujours mis sur mon bureau et je me suis dit il ne faut pas que j'oublie. Voilà, faut que parce que ça doit rester notre target. Et donc on s'est fixé aussi l'objectif de travailler sur notre chute structurelle. Alors quand on voit ça, c'est que forcément ça vient d'une décision qui est très très haute sur le cadre, c'est taille de chute. Et quelque part, le bilan carbone et la vision de l'entreprise nous a amené à l'arbitrage nécessaire, parce qu'on se posait toujours la question, est-ce que si on met moins d'aluminium ou qu'on met des longueurs qui sont optimisées dans un camion, finalement on ne va pas pénaliser le coût de transport. Et quelque part, le bilan carbone nous a permis de faire cet arbitrage-là. Et donc du coup, notre objectif, ça a été de rendre nos stocks agiles, avec plus de diversité de références, notamment pour l'éco-conception, à l'image de la traverse dont on parlait tout à l'heure. Nous, on n'achetait que des barres de 6 mètres, plus, ça fait 12 mètres, ça fait un semi-remorque, et tout ce qu'on coupait, c'était dans des barres de 6 mètres. Et on s'interdisait de réfléchir autrement. C'est pour ça que Terence parle de plus de diversité. C'est ça, alors on s'interdisait de réfléchir autrement, et puis nos fournisseurs nous poussaient à réfléchir comme ça aussi, pour bien remplir leur camion. Donc ça nous a amené aussi cette réflexion un peu de se dire, aujourd'hui peut-être que l'aluminium mérite davantage d'être dans l'optimisation d'un camion plutôt que le coût de transport. Et donc voilà, on a optimisé aussi des longueurs, on a vraiment fait des études sérieuses dessus, via de la VDD, et surtout on a mis de la variabilité dans nos longueurs, pour augmenter, quand on fait un recettage, si on doit faire un lot de 5 menuiseries, l'idée c'était d'augmenter le champ des possibles, avec sur un même profil, une même référence, différentes longueurs, parce que la bonne chute, c'est celle qui n'existe pas. Voilà. Et le tout, en restant dans une logique d'optimisation des stocks. Un petit peu de tout le temps, pour tout le monde. L'exemple de notre traverse, là, tout à l'heure, si jamais j'ai 10 tonnes de stock dessus, je sais que j'ai 10% de mes portails qui sont cintrés, je vais peut-être avoir 1 tonne de traverse optimisée, et je vais peut-être me garder mes 10 tonnes mes 9 tonnes pour le reste. Et le tout, c'est pour aussi accompagner l'innovation produit. Donc, on a la chance d'avoir une dirigeante qui a plein d'idées dans la tête. Et tout à l'heure, dans l'intervention de M. Matsei, je crois que c'est ça, Matsei, et voilà, il parlait aussi des cycles courts et du besoin d'agilité. Et pour nous, voilà, l'investissement là dans ce transstocker, c'est comme si on investissait dans un dynamique, mais pour profil aluminium entre 6 et 7 mètres.
Donc c'était ça un peu ça notre idée. Et donc voilà, dans cet investissement, ça nous a permis, enfin ça va nous permettre de diminuer les risques d'accident dus à la manutention inutile, puisqu'aujourd'hui on a jusqu'à 13 personnes qui touchent les barres d'aluminium, demain on n'en aura plus que 2. Ce sera aussi de réduire de 30% nos chutes structurelles, la fameuse photo dont j'ai parlé tout à l'heure, avec 200 tonnes d'aluminium à la clé d'économiser. De faire un contrôle qualité au plus tôt, parce qu'aujourd'hui en fait on fait le contrôle qualité au moment où on délote le colis de profil aluminium. Demain, on pourra le contrôler, le camion rentrera dans la structure, on pourra contrôler la matière dès la réception, ça va être beaucoup plus tôt sur la supply, d'assurer nos consommations en FIFO, pareil, d'assurer la fiabilité de nos stocks, de réduire nos non-conformités internes, en supprimant toutes les manutentions dont on a dû parler, de réduire encore notre lead time, parce que forcément cet investissement-là, on l'a fait aussi dans les règles de l'art du lean, c'est-à-dire que dans notre VSM, on n'a pas cherché à industrialiser un MUDA, j'insiste beaucoup là-dessus. On est vraiment parti sur le bottleneck. Et on a industrialisé un bottleneck et on a essayé d'amener aussi toute la patte écologique, développement durable. Et du coup, souvent, je vais faire Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1, ça égale à 3. Et nos fournisseurs nous ont aussi dit que s'ils devaient arrêter tous ces processus d'emballage-là, ils pourraient nous livrer une semaine plus tôt. Donc bingo. Et donc du coup, même si on était très focus sur les matériaux, qui était notre tête de Pareto, on n'en a pas oublié aussi toute la partie packaging quand même, parce que c'est chez nous pas mal de déchets, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc nous, on a décidé de passer d'une réception A à une réception B. On reçoit toutes nos matières premières dehors. On n'avait pas la place pour les mettre à l'intérieur, donc il faut que ce soit des protections, que ce soit emballées dans des... Donc c'était obligatoire de cette façon d'emballer. Avec l'investissement qu'on a fait, voilà, on pourra recevoir nos profilés dans des U. Directement dans des emballages navettes. Sans emballage. Voilà, sans emballage. Et à la clé, on aura une centaine de tonnes de déchets économisés. Donc voilà, on ne s'est pas contenté que des matériaux, on a aussi regardé toute la partie packaging. Donc en termes de bilan, sur les faits, la tension des flux, ça nous a permis d'économiser 180 tonnes en 10 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. La réduction des gaspillages, 40 tonnes. L'implication des fournisseurs, j'en ai pas parlé, tout à l'heure on a dit qu'il fallait fonctionner avec son écosystème, impliquer, collaborer, coopérer avec nos fournisseurs pour les amener vers une relation beaucoup plus durable. Et l'année dernière, on a amélioré de 2 points nos taux de qualité avec nos fournisseurs. Et donc ces 2 points, c'est 120 tonnes d'aluminium. Donc ça va très très vite. Voilà, le bon stock au bon endroit, donc l'optimisation des stocks, ça reste une priorité. L'éco-conception, donc ça on ne va pas s'arrêter, on va encore continuer. D'où le besoin d'avoir aussi un emplacement de stockage qui soit en phase avec tous ces projets-là. Et la sensibilisation et les formations de nos collaborateurs, parce que ça reste quand même quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut perdurer. C'est environ 30 tonnes par an. On voit bien si on arrête, si on dessert un peu les trains sur ces sujets-là, on voit tout de suite les taux de chute qui remontent. Et donc à venir, voilà, donc on va innover sur nos produits, nos process, avec ces 100 tonnes d'aluminium par an. Donc le projet du transstocker et du déchargement en emballage navette sera effectif à partir du mois d'octobre de cette année. Et donc l'élimination des colis, des emballages de nos colis de matières premières, ça représentait une centaine de tonnes par an. Soit un bilan total de 700 tonnes d'aluminium de préservé, et qui est équivalent à 4900 tonnes de CO2 économisé. Pour votre information, une tonne d'alu, c'est 7 tonnes de CO2. Pensez-y. Ah, mais c'est une réalité, donc, et puis nous on travaille dessus, donc on travaille beaucoup aussi avec les... Aujourd'hui on est remonté tellement loin dans la supply chain qu'on travaille même aussi avec les fabricants de billettes pour qu'on puisse avoir de la billette verte et encore réduire l'impact carbone déjà très très haut dans la supply. Et donc en conclusion, moi j'aime bien ce cercle d'or en fait, le why how what. Pourquoi? Parce qu'il met du sens. Il met du sens dans tout ce qu'on fait. Et pour moi, ce cercle d'or, c'est tout le travail qu'a pu faire Emmanuel sur la définition de la stratégie d'entreprise, sur la vision vers où on doit aller. Et pour nous, ça a amené énormément de facilité, de compréhension. Comme je dis, il n'y a personne qui monte dans un avion s'il ne connaît pas la destination, et encore moins s'il ne connaît pas le pilote. Donc ça nous a amené ce confort-là.
Et c'est hyper appréciable. La notion de respect de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos clients, respect de notre planète aussi. Tout ça dans un but aussi de transmission, aussi bien voilà, peut-être personnel, mais nous aussi, on n'est que de passage, hein, quelque part dans les entreprises. Et notre devoir à nous, notre responsabilité, c'est de pouvoir transmettre une entreprise avec une organisation qui soit la plus efficiente possible et qui soit la plus durable et la plus stable possible. Et ça, d'un point de vue personnel, à part à travers le Lean, moi je ne l'ai pas beaucoup vu. Ouais, donc pour moi, le Lean est vraiment pour le green. Et c'est aujourd'hui, voilà, on voit des enfants qui sont proches d'une usineuse. C'est aujourd'hui, pour les générations futures, qu'on fait aussi tout ça. Donc voilà. Tu vas rajouter quelque chose, Emmanuel? Oui, alors on a été aidés. Alors comment on a commencé? Nous, on a commencé parce que Terence a suivi un masterclass, comme il va y avoir encore, je crois, qui avait été donné à Rennes, je crois, en 2012, par Philippe Gross. Et il est revenu avec son petit cahier d'école et il m'a dit, Manuel, il faut lire mon support de cours et la clé est là-dedans. On m'a dit, Da Vinci Code. Mais en fait, voilà, j'ai lu au mois d'août et en septembre, octobre, on a démarré. Donc déjà, il n'était pas là, mais merci vraiment à Philippe Gross, qui nous accompagne toujours depuis 10 ans. C'est ça. Tous les 3 mois, Philippe revient et tous les 3 mois, on attaque un nouveau chantier. Soit on revient sur des valeurs qu'on n'a pas réussi, soit on attaque un chantier. Donc là, il arrive bientôt. Là, lundi, mardi. Lundi, on fait le nouveau chantier Pergola là, qui nous pose quelques problèmes. Et le magasin. Parce qu'on a beaucoup parlé de profils, on n'a pas parlé d'accessoires. Ce qu'on a fait sur les profils, on va commencer à le décliner sur toute la partie accessoires. Voilà, donc on est tout le temps en voyage. Merci. Merci à vous.